Très heureux de vous retrouver pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue pour les titres de ce soir. D'abord, le consortium de la société civile qui fait le point sur le dialogue national, des avancées, des absents, mais une volonté intacte de faire bouger les lignes. Réunis ce matin, l'interorganisation salue des consensus majeurs issus du dialogue politique. La société civile appelle l'État à instaurer un comité de suivi pour concrétiser les promesses. Et puis, Moundiaye Sissé tire la sonnette d'alarme sur la liberté d'expression, le délit d'offense au chef de l'État continue de diviser l'opinion et d'inquiéter les défenseurs des droits humains. Pour le président de l'ONG 3D, l'heure est venue de réformer les articles 80 et 254 du Code pénal. Il accuse ces textes d'étouffer la parole citoyenne au mépris des libertés publiques. Autre sujet tendu, Ama Baldé dans le viseur de la police sénégalaise en fuite depuis une violente altercation avec des agents. Le lutteur est désormais activement recherché. L'affaire a démarré sur fond de convocation banale à Pikine, mais a viré à l'affrontement. Un officier blessé, un neveu interpellé, un champion en cavale. Peut-être déjà à l'étranger, la police sénégalaise a donné l'ordre clair, menotte des contacts visuels. Enfin, à Saint-Louis, Diomaye fait face au froid silence des populations. Aucun tambour, aucun accueil, juste le vide à l'aéroport de Saint-Louis pour le président Diomaye Faye. Contrairement au bain de foule réservé à son prédécesseur, les habitants ont brillé par leur absence. Pour certains leaders locaux, ce boycott est un message politique fort. Le Nord reste fidèle à ses fils emprisonnés. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Une rencontre qui sonne comme un pas de plus vers une démocratie apaisée. Le consortium des organisations de la société civile s'est réuni ce matin pour analyser les conclusions issues du dialogue politique. Malgré l'absence remarquée de l'Alliance pour la République, les membres du consortium saluent des avancées notables tout en soulignant des points de désaccord persistants au sein des différentes commissions. Ils appellent l'État à la mise en place d'un comité de suivi pour garantir l'application des recommandations consensuelles. Avec un taux de consensus entre 26, 94 et 100% dans les trois commissions, les conclusions issues du dialogue politique sont une étape vers le renforcement de la cohésion nationale. C'est en tout cas l'avis tranché d'après dialogue du consortium des organisations de la société civile. Cette convergence de vues sur des questions clés de notre système politique témoigne d'une volonté partagée de dépasser les clivages et de jeter les bases d'une gouvernance plus apaisée qui ouvre la voie à une dynamique de concertation permanente entre les forces vives de la nation. La première tentative de rapprochement entre l'opposition radicale et le régime en place ayant accouché d'une souris, la société civile ne désespère pas dans sa mission de concilier le PASTEF et l'Alliance pour la République. Le consortium regrette l'absence d'une partie de l'opposition et appelle davantage de conciliation de part et d'autre et invite l'État à poursuivre les efforts en faveur d'un dialogue inclusif en créant les conditions de confiance nécessaires. L'étape du dialogue sur le système politique dépassée, l'heure est venue de veiller à l'application des points consensuels. Le consortium appelle à l'implication collective. Le véritable dialogue démarre aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons invité même à la mise en place d'un groupe multi-acteurs chargé de poursuivre la réflexion sur même les points de désaccord et les points aussi de d'accord, parce que pour les points de d'accord, c'est d'accord sur des principes. Le consortium s'est dit prêt à accompagner le processus de consolidation des acquis démocratiques du Sénégal. Dans la même veine, un autre acteur de la société civile tire la sonnette d'alarme. L'expert électoral Ndiaga Sylla dénonce le caractère obsolète des dispositions sur la déchéance électorale au Sénégal. Il plaide pour une refonte inspirée des modèles internationaux afin d'éviter toute manœuvre politique visant à écarter des candidats lors des élections. Il y a évidemment des points de désaccord sur des questions majeures telles que effectivement l'automaticité de la déchéance électorale, qui est une question effectivement qui a bloqué pendant pratiquement plus de 5 ans,
des leaders politiques qui ont fait l'objet de condamnations pénales. Nous aurions souhaité, en tant que membres de la société civile, en nous fondant effectivement sur les recommandations des missions d'observation, des missions d'audit du fichier électoral, et même pour s'aligner sur les standards internationaux, que cette question soit définitivement réglée. Dans le cadre de notre contribution, nous avions indiqué des possibilités, à l'image de ce qui se passe par exemple au Madagascar. L'article 5 de la Constitution malgache, dans son alinéa 2, indique que nul ne peut être privé de son droit de vote si ce n'est par une décision de justice. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'ici au Sénégal, on est condamné pour une certaine durée ou pour un certain nombre de délits. Et de fait, ça entraîne en fait la déchéance électorale. Nous aurions souhaité effectivement que la question effectivement du contrôle du fichier électoral, qui a fait déjà l'objet de consensus lors du dernier dialogue, et sur la base des recommandations justement des missions du fichier électoral et d'évaluation, qu'on puisse aller beaucoup. Et justement, sur les libertés publiques, le ton ne change pas. Mouniaï Cissé réaffirme la position ferme de la société civile contre le délit d'offense au chef de l'État. Le directeur exécutif de l'ONG 3D exhorte les autorités à réformer les articles 80 et 254 du Code pénal, estimant qu'il constitue une entrave flagrante à la liberté d'expression. Avant ce régime, la société civile a toujours milité pour une réforme du code pénal portant sur les articles 80 et les articles 254 et suivants. Nous avons défendu les positions que nous avions toujours défendues par rapport à ces articles que nous avons considérés comme étant des articles liberticides. Donc aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va changer notre posture. Et nous l'avons défendu dans la commission que nous étions, parce que nous-mêmes, nous tous, nous étions dans cette commission, que ce soit Abdipil Ning, moi-même et Babacar qui étaient assesseurs dans cette commission, moi qui présidais la commission, sous-commission société civile, dont Abdipil Ning était l'assesseur, pour dire qu'on l'a défendu. Il n'y a pas eu d'accord sur cette question. Un portrait dans ce journal, celui d'un homme du refus. Moustapha Diakhaté, figure bien connue du paysage politique. Il s'est imposé par ses prises de position sans concession. Son militantisme actif ne l'a jamais empêché de s'opposer à ses propres alliés, qu'il s'agisse du président Abdoulaye Wade ou de Macky Sall. Aujourd'hui encore, il reste un critique acerbe du pouvoir en place, fidèle à sa ligne de franc-parler et de rigueur politique. Matar Bari nous peint le portrait de cette figure singulière. Moustapha Diakhaté est placé sous mandat de dépôt pour offense au chef de l'État après ses propos sur le président Bassirou Diomaye Faye. C'est la deuxième fois que l'ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar est emprisonné depuis l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités. Moustapha Diakhaté est décrit comme un éternel frondeur qui a toujours assumé ses positions tranchées sur la scène politique. La coalition Alliance pour la Nouvelle République va revisiter l'histoire du Sénégal, réparer les préjudices subis durant ces 60 ans. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. D'abord, du temps du Parti démocratique sénégalais qu'il a intégré en 1987, il avait exprimé son désaccord sur la gouvernance du président Abdoulaye Wade, à qui il reprochait de tripatouiller la Constitution et de faire de la gestion du pays une affaire de famille, une position qui lui avait valu son départ du parti avant de rejoindre l'Alliance pour la République. Là aussi, l'ancien chef du cabinet du président Macky Sall s'est fait remarquer pour ses critiques envers son leader. Moustapha Diakhaté était d'ailleurs l'un des partisans de l'Alliance pour la République à avoir contesté la troisième candidature de l'ex-chef d'État. Nous, à Benno Bokk Yakaar, tout ce que l'on peut faire pour le Sénégal, c'est que le président doit finir son deuxième mandat et organiser des élections libres et transparentes. L'arrivée au pouvoir de Pastef n'a pas changé l'homme. Très critique envers le régime en place, il avait tenu en novembre dernier des propos jugés insultants à l'encontre des militants du parti au pouvoir. Il avait simulé une grève de la faim. Il avait fait la même chose lors de son affaire avec la masseuse. Je dis que tous les militants qui ont voté pour lui ne sont pas bien dans leur tête.
Des propos qui l'ont conduit en prison pendant 2 mois. Ce mercredi encore, il a été placé sous mandat de dépôt pour offense au chef de l'État. Son procès est fixé au 18 juin prochain. Un tournant dans la bataille pour la liberté de la presse, le juge de la Cour suprême a suspendu la décision du ministre de la Communication qui ordonnait l'arrêt de parution de plusieurs médias dont Public SN. Une victoire judiciaire saluée par maître Abou Diali Kane, avocat de la journaliste Aïssatou Diop Fall. Ce référé qui avait échoué une première fois pour vice de forme vient renforcer le combat pour la liberté d'informer au Sénégal. Le président du CEDEPS, Mamadou Ibra Kane, parle d'un précédent salutaire contre les abus administratifs. Changement de décor avec une affaire judiciaire qui prend des allures de polar. Recherché pour violence sur agent, le lutteur Ama Baldé est désormais activement traqué par toutes les forces de sécurité du pays. Tout est parti d'une convocation qui a dégénéré en altercation violente à Pikine le 25 mai dernier. Depuis, Ama Baldé aurait quitté le territoire, probablement en passant par la Gambie ou la Guinée-Bissau. Une vidéo postée depuis la France le montre aux côtés de Malao Pikine pendant que les autorités sénégalaises poursuivent leur traque. Sur le terrain politique, la pression monte sur le gouvernement. Le député Thierno Alassane Sall a saisi par écrit le ministre Biram Souleye Diop, s'étonnant du prix élevé du carburant au Sénégal comparé au Mali et au Niger. Une démarche qui relance le débat sur la transparence dans la fixation des prix de l'énergie. C'est sur son compte X que le leader de la République des valeurs a fait passer son message interpellatif à l'endroit du ministre des Énergies, du Pétrole et des Mines, Thierno Alassane Sall. À travers une question écrite, est revenu sur le coût du carburant ici au Sénégal. Entre le 10 juin 2024 et le 9 juin 2025, dit-il, le coût du carburant a enregistré une baisse de 18,9%, passant de 81,96 à 67,13 USD. Le taux d'échange du dollar a reculé de 5,43%. Selon lui, ces deux facteurs, notamment la baisse du prix du baril et la dépréciation du dollar, devraient logiquement entraîner une diminution du coût des produits pétroliers importés. Le Sénégal fait aussi partie des pays fournisseurs de carburant à des pays comme le Mali. Selon Thierno Alassane Sall, les prix pratiqués au Sénégal dépassent ceux du Mali, un pays enclavé et dont les produits pétroliers transitent pour la plupart au port autonome de Dakar avant d'être acheminés par une importante flotte de camions. Thierno Alassane Sall soutient que ce mode d'approvisionnement devrait induire des coûts nettement plus élevés au Mali qu'au Sénégal. Il ajoute que le prix de l'essence au Sénégal est supérieur à celui du Niger, à plus de 45%. Le leader de la République des valeurs soutient que le maintien de ces prix élevés constitue un prélèvement indirect sur les ménages et les entreprises sénégalaises avec un impact négatif sur la compétitivité économique sur plusieurs secteurs. Nous restons avec Thierno Alassane Sall qui charge encore une fois violemment ce régime. Selon le député Pastef qui se présentait comme un porteur de rupture, gouverne aujourd'hui avec un appétit clanique insatiable. Il dénonce notamment les récentes nominations dans la diplomatie qualifiées d'opas politique avec des profils jugés douteux comme à Jeddah, et de conclure: les Sénégalais vont finir par découvrir que le système a juste changé de couleur politique. La justice sénégalaise pourrait bientôt fonctionner au ralenti. Le Sud-Just annonce une série d'actions à venir pour exiger l'alignement indiciaire des greffiers reclassés. Dans une note pédagogique, le syndicat rappelle que cette réforme a été validée en Conseil des ministres depuis 2018, mais reste bloquée. Il alerte sur les conséquences d'un nouveau blocage, une paralysie potentielle du service public de la justice dans un contexte déjà très tendu. Pendant ce temps, le président Bassirou Diomaye Faye poursuit sa tournée économique. Il s'est rendu à Ndiayène Pendao dans le département de Podor pour visiter des projets agricoles financés par la COICA. Il a salué une coopération fructueuse avec la Corée du Sud et réaffirmé sa volonté d'atteindre la souveraineté alimentaire. De gros investissements sont prévus pour valoriser le riz local et renforcer la résilience du secteur.
Mais à Saint-Louis, le chef de l'État a été accueilli dans un silence assourdissant. Aucune mobilisation populaire ni présence notable des responsables politiques locaux. Une désaffection qui, selon Diégui Diop Fall, révèle un malaise profond. Le Nord reste fidèle à ses fils, dit-elle, évoquant l'emprisonnement de figures comme Mansour Faye ou Farba Ngom. Un signal fort envoyé à Bassirou Diomaye Faye qui devra revoir sa stratégie de terrain dans cette région stratégique. Et sur le plateau de MNF, le ton était grave. Pape Malick Ndour a dénoncé un endettement galopant de l'État qui, selon lui, risque d'hypothéquer l'avenir économique du pays. Il réclame plus de clarté sur les 9 000 milliards de dettes déjà contractées et alerte sur les risques d'un surendettement incontrôlé. D'abord, sur le placement sous mandat de dépôt de Moustapha Diakhaté, Pape Malick Ndour juge absurde les raisons derrière l'arrestation de l'ancien député. Il n'a rien dit de plus grave que ce que les détracteurs de Macky Sall disaient. Il a seulement donné son avis sur le protocole de l'État. Je trouve trop léger le motif de son arrestation. La prétendue candidature de Macky Sall à la tête de l'ONU fait aussi partie des sujets débattus lors de sa face-à-face avec MNF. L'ancien ministre de la Jeunesse déplore le raffut autour de cette affaire. Quand j'ai vu le ministre des Affaires étrangères, Quand j'ai vu le ministre des Affaires étrangères sur la base de simples rumeurs se permettre d'engager sa responsabilité et à la limite la responsabilité de l'État du Sénégal, elle qui récemment est sortie publiquement pour défendre un insulteur qui a osé insulter un ancien chef de l'État. À mon avis, elle devait soit défendre cette candidature qui jusqu'ici n'est qu'une rumeur, ou soit se taire. Sur la participation de certains membres de l'Alliance pour la République au dialogue national, Pape Malick Ndour révèle que certains ont pris part à ces concertations en tant que maire de capitale régionale. Que la position du parti a été très claire. La position du parti a été très claire. Ceux qui ont respecté le mot d'ordre n'y sont pas allés. D'autres ont trouvé des prétextes pour y prendre part. Je salue la grandeur de Maître Sidiki Kaba, ancien Premier ministre, et celle de Amadou Mame Diop, qui ont tout bonnement suivi le mot d'ordre du parti. Très en phase avec le parti. Sur le volet économique, la dette publique du Sénégal a été commentée lors de l'émission. Le responsable apériste a une fois de plus exprimé son inquiétude face à la vitesse par laquelle le nouveau régime s'endette. La loi de finances est très claire. Le gouvernement a contracté une dette de 4 500 milliards cette année. L'année dernière aussi, la dette s'élevait à 4 500 milliards. Donc, on est à 9 000 milliards. Mais une dette publique sert soit à financer un déficit ou à financer l'amortissement de la dette. Ils sont en train de faire la même chose qu'ils combattaient il y a peu. Il invite le gouvernement à expliquer aux Sénégalais ce qu'il a réalisé avec les 9 000 milliards de francs CFA de dettes contractées en moins de 2 ans. Dans les marchés, l'ambiance est morose. À Castor, l'activité a chuté drastiquement depuis la Tabaski, étal vide. Clients absents, commerçants inquiets. Nos reporters Djibril Diallo et Papa Sarr ont recueilli les doléances des vendeurs qui peinent à écouler leurs produits et réclament des mesures urgentes pour relancer la consommation. Le marché Castor, avec ses allées autrefois très animées, affiche aujourd'hui un tout autre visage. L'effervescence des jours précédents, la Tabaski, a laissé place à un calme presque pesant. Seuls quelques bouchers s'activent encore derrière leurs étals. Par exemple, il y a habituellement 37 bouchers qui travaillent dans ce marché. Seuls 7 ou 8 sont présents aujourd'hui. Au Sénégal, après la Tabaski, fête musulmane marquée par une forte consommation de viande, la demande chute brusquement. Résultat, les bouchers peinent à écouler leur stock. Cette baisse s'explique par la Tabaski et c'est tout à fait normal. Les clients ont encore de la viande de mouton chez eux et suffisante pour au moins 10 à 15 jours. Ça ne marche plus comme avant, mais en tant que chef de famille, je ne peux pas rester chez moi sans rien faire. Il faut que je vienne travailler. Contrairement aux bouchers, les vendeurs de poulets semblent moins affectés par la période post-Tabaski. Malgré un contexte souvent défavorable, ils ne se plaignent pas beaucoup. Pour nous, rien n'a changé. On vend comme avant. Il n'y a pas de différence.
Les bouchers, eux, devront encore patienter plusieurs jours avant de revoir leurs clients réguliers, la plupart disposant encore de viande provenant du mouton sacrifié pour la Tabaski. Cap sur Mbobos où la santé publique est désormais une priorité. Un système d'alerte précoce a été déployé dans la décharge pour surveiller la qualité de l'air. Objectif, protéger les populations riveraines contre les maladies respiratoires et les autorités espèrent ainsi réagir plus vite en cas de pic de pollution. Les populations environnantes de la décharge de Mbobos invitent l'État à mettre en place une politique sanitaire forte pour minimiser les risques énormes liés à la contamination, à la contraction de maladies pulmonaires, entre autres. Tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Les enfants, les femmes, de même que les vieux. Le délégué de quartier a pourtant alerté les autorités. C'est à cause de la décharge de Mbobos. Il faut trouver une solution et rapidement. Une situation qu'il faut prendre au sérieux. Il y a une présence avérée de pathologie. Présentement, il faut reconnaître que quand même vraiment, en premier lieu, notre nappe phréatique est vraiment impactée. Et ça, vraiment, ce n'est pas quelque chose de bien. Et en plus de cela, il y a des maladies respiratoires qui quand même vraiment attaquent la population, particulièrement vraiment les enfants. Donc c'est quelque chose vraiment de très, très grave et quelque chose de très dur pour nous les parents. Vous savez que si les gens habitent dans cette zone, c'est parce que les moyens font défaut. Et quand même vraiment, si nos enfants sont malades, pour vraiment les soigner, ça sera quelque chose de très dur. Ces quartiers de Kermassar Malika, très proches de la décharge, souffrent énormément. Les cas d'évacuation sont souvent enregistrés vers les structures de santé du département. Oui, il y a des évacuations. Il y en a à gogo, comme je viens de le dire, des évacuations à gogo vers les hôpitaux. Puisque puis, vous savez que dans ces quartiers quand même flottants, des quartiers non lotis, vraiment il y a problème. Il y a problème. Imaginez-vous, comme vous venez de le voir, l'insalubrité qui occupe une position de pointe par rapport à cela. Tout ça est dû quand même vraiment à la décharge de Mbobos, il faut le reconnaître. Pour l'amélioration de la qualité de l'air et la santé des populations riveraines, un outil efficace est mis en place pour un service d'alerte précoce permettant aux autorités de prendre des décisions fortes. À travers un concours de collaboration très fructueux qui devait mettre en place un SAP, un système d'alerte précoce, c'est-à-dire un dispositif qui pourrait nous permettre, dans le cadre de la chaîne de valeur de la gestion des déchets, de faire de la conception à la réalisation un outil qui peut servir à la communauté sénégalaise. Les populations de la décharge de Mbobos sont exposées de plus en plus. Leur santé est devenue très fragile. En bref, le ciel pourrait bientôt se déchaîner. l'ANACIM prévoit des épisodes pluvieux orageux intenses sur une grande partie du territoire sénégalais, notamment à l'est et au sud. Jusqu'à 50 mm de pluie sont attendus par endroits. Les populations sont invitées à la prudence, particulièrement entre mercredi et dimanche. En prélude au Gamou prévu le 20 juin, la question des infrastructures revient au premier plan. Le maire de Cap Gaye, Baïdam Gaye, demande en urgence la réhabilitation de 13 km de pistes entre Ndande et son village. Il alerte sur les conséquences de l'enclavement, frein au développement économique local. La piste puisse avoir un impact économique au niveau de la commune. Mais actuellement, avec l'état de la piste, nous notons l'état de délabrement, on peut dire cela. Raison pour laquelle on a dressé des demandes pour l'amélioration des conditions. Mais la seule doléance et l'unique doléance que l'on a, c'est le bitumage de la piste. Parce qu'actuellement, le maire l'a dit tout à l'heure, avec toute la fécondation des activités agricoles que l'on note au niveau de la commune, avec tout aussi, l'activité est en train de galoper, et on n'a pas de chambre froide, mais tout cela repose sur l'enclavement. C'est-à-dire l'enclavement, c'est le problème de la commune. Donc avec le bitumage de la piste, ça va régler non seulement le problème économique de la commune, mais ça va permettre à la commune une ouverture et aussi le développement social. Parce qu'on parle de marché, on parle de chambre froide, mais sans piste, donc tout cela, on ne peut pas le réaliser. Et ça freine aussi l'objectif ou bien les missions de la commune. Parce qu'on a des documents de planification. On a des documents de planification, on a des projets de fermes agricoles, des périmètres maraîchers, mais sans la piste, donc ça freine tout.
Kaolack, la solidarité estudiantine s'exprime dans l'action. La commission sociale de l'université du Sine Saloum a organisé 2 journées d'activités, consultations ophtalmologiques et prières en hommage à une camarade décédée lors de la Tabaski. Plus de 480 étudiants en ont bénéficié. Cette journée, on l'a initiée comme étant une journée sociale. Voilà, cette journée aussi, on a comme chronogramme d'introduire une consultation ophtalmologique aux étudiants, une consultation à 3 000 francs plus des verres offerts à ces étudiants-là. Et aussi, nous avons aussi organisé des dons de serviettes hygiéniques aux étudiantes qui sont là, parce que, comme on l'a si bien dit, une zone sociale, on doit faire tout ce qui est acte social afin de pouvoir assister à ces étudiants qui sont dans le besoin. Et quand on parle de termes de visuel, c'est quelque chose de crucial pour quelqu'un qui se trouve dans un cursus scolaire. Donc, raison pour laquelle on a contacté cette organisation afin qu'ils puissent participer avec nous, de venir ici à Lucène. On l'a fait à Fatick et aujourd'hui c'est à Kaolack pour permettre à ces étudiants de bénéficier à ces lunettes pour qu'on puisse corriger leur visuel. Voilà, même, j'ai oublié même, parce que ce vendredi-là, on a organisé une journée de prière. Parce que, comme vous le savez tous, durant la fête de Tabaski, il y a de nos camarades Kolda qui partaient pour les fêtes de Tabaski et qui ont subi un accident de la route. Il y a même une de nos camarades qui a perdu la vie au nord de Souribi. 11A, le vol AI-171 devrait rallier Londres, mais s'est abîmé 30 secondes seulement après le décollage, percutant des immeubles dont une résidence étudiante. Les réactions affluent de partout, de Narendra Modi à Charles III. Tous expriment leur douleur. Il s'agirait du tout premier crash pour un Dreamliner entré en service en 2011. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir.